Ils étaient 10 d'Agatha Christie, édité par le Livre de Poche, précédemment publié sous le titre « 10 petits nègres ». À Carlo et Mary, ce livre est le leur. Je le leur dédie avec toute mon affection. J'avais écrit ce livre comme une gageure, et ce pour l'excellente raison que l'effarante difficulté de sa conception me fascinait. 10 personnages devaient mourir sans que cela devienne ridicule, ni que l'identité du meurtrier soit trop évidente. Je passai à la rédaction après un énorme travail de préparation et je fus satisfaite du résultat. C'était clair, honnête, déroutant. Et pourtant, il y avait une explication parfaitement raisonnable. Cependant, il y fallait l'adjonction d'un épilogue afin d'expliquer ce qui s'était passé. Le roman connut la faveur du public, mais la personne la plus heureuse fut moi-même, car je savais mieux que n'importe quelle critique toutes les difficultés que j'avais surmontées. Agatha Christie. Chapitre 1. Dans le coin-fenêtre d'un compartiment fumeur de première classe, le juge Wargrave, retraité depuis peu, tirait sur son cigare en parcourant avec intérêt les pages politiques du Times. Posant son journal, il regarda par la vitre. Il traversait maintenant le Somerset. Il jeta un coup d'œil sur sa montre. Encore 2 heures de voyage. Il passa mentalement en revue tout ce qui avait paru dans la presse au sujet de l'île du Soldat. Il y avait d'abord eu la nouvelle de son achat par un milliardaire américain fanatique de yachting, assortie d'une description de la luxueuse demeure moderne qu'il faisait construire sur cet îlot au large du Devon. Le fait malencontreux que la toute récente 3e épouse du dit milliardaire n'eût pas le pied marin avait entraîné la mise en vente de l'île et de la maison. Des petites annonces dithyrambiques avaient alors été insérées dans les journaux, jusqu'à la publication d'un sobre communiqué révélant qu'elle avait été rachetée par un certain monsieur au Nîmes. À partir de là, les rumeurs des écotiers s'étaient donné libre cours. L'île du Soldat avait été acquise en réalité par mademoiselle Gabrielle Turle, la star hollywoodienne. L'actrice rêvait d'y passer quelques mois à l'abri de toute publicité. La commère laissa entendre avec tact que la famille royale comptait y établir sa résidence d'été. Monsieur Merryweather s'était laissé dire en confidence que l'île avait été achetée pour une lune de miel. Le jeune Lord Hell avait enfin succombé aux flèches de Cupidon. Jonas savait de source sûre que l'amirauté l'avait acquise en vue d'y procéder à des expériences ultra-secrètes. Assurément, l'île du Soldat faisait couler de l'encre. Le juge Wargrave sortit une lettre de sa poche. L'écriture en était indéchiffrable, mais quelques mots ressortaient çà et là avec une clarté inattendue. Très cher Lawrence, sans nouvelles depuis tant d'années, absolument venir à l'île du Soldat. Un cadre enchanteur. Tant de choses à nous raconter. Bon vieux temps, communion avec la nature, retire au soleil. Départ de Paddington à 12h40. Vous ferez prendre à Hogwedge. Et sa correspondante concluait « Bien à vous », suivi d'un « Constance Culmington », agrémenté d'un paraphe. Le juge Wargrave tenta de se rappeler depuis combien de temps il n'avait pas vu Lady Constance Culmington. Cela devait faire 7, non, 8 ans. À l'époque, elle partait pour l'Italie afin de retirer au soleil et de communier avec la nature et les contadini. Plus tard, il avait entendu dire qu'elle avait continué sa route jusqu'en Syrie, où elle se proposait de rôtir sous un soleil encore plus ardent et de vivre en harmonie avec la nature et les bédouins. Constance Culmington, se dit-il, était tout à fait le genre de femme à acheter une île et à s'entourer de mystères. Approuvant d'un léger hochement de tête la logique de sa réflexion, le juge Wargrave se mit à dodeliner du chef et s'endormit. Dans le compartiment de 3e classe qu'elle partageait avec 5 autres voyageurs, Vera Clayton appuya sa tête contre le dossier et ferma les yeux. Qu'est-ce qu'il faisait chaud dans ce train! Elle serait bien contente d'arriver au bord de la mer. Une véritable aubaine d'avoir décroché ce job. Quand on cherchait un emploi pour l'été, on se retrouvait 9 fois sur 10 à surveiller une ribambelle de gamins. Dénicher un poste de secrétaire pour la période des vacances était beaucoup plus compliqué. Même à l'agence, on ne lui avait guère laissé d'espoir. Et puis, la lettre était arrivée. L'agence de la professionnelle qualifiée m'a communiqué votre nom et vous a recommandé à moi. Si j'ai bien compris, ils vous connaissent personnellement. Je vous verserai volontiers le salaire que vous demandez,
étant entendu que vous entrerez en fonction le 8 août. Le train part de Paddington à 12h40 et on vous attendra à la gare d'Oakbridge. 6 juin, 5 billets d'une livre pour vos frais. Meilleurs sentiments, Alvina, Nancy, Onim. L'adresse figurait en haut. Île du Soldat, Sticklehaven, Devon. L'île du Soldat? Mais les journaux n'avaient parlé que de ça dernièrement. Toutes sortes de bruits et de ragots fascinants circulaient sur elle. Sans doute faux pour la plupart. Une chose était sûre, la maison avait été construite par un milliardaire et était, paraît-il, le fin du fin en matière de luxe. Fatiguée par un trimestre scolaire éprouvant, Vera Clayton pensa « Professeur de gymnastique dans une école de 3e zone, ce n'est pas la gloire. Si seulement je pouvais me faire embaucher dans un établissement correct. » Puis, avec un petit froid au cœur, « Mais j'ai déjà eu de la chance de trouver cet emploi. Après tout, une enquête judiciaire, ça fait toujours mauvais effet, même si le coroner a prononcé un non-lieu en ma faveur. » Il l'avait même félicité pour sa présence d'esprit et son courage. Vu les circonstances, ça n'aurait pas pu se passer mieux. Et Madame Hamilton avait été la bonté même. Seul Hugo. Mais elle ne voulait pas penser à Hugo. Soudain, malgré la chaleur du compartiment, elle frissonna et se prit à regretter d'aller à la mer. Une image distincte s'imposa à son esprit. Cyril qui nageait vers le rocher, sa tête tressautant de haut en bas comme un bouchon. De haut en bas, de haut en bas. Et elle qui nageait pour le rattraper, qui fendait l'eau à grandes brasses maîtrisées, sachant pertinemment qu'elle n'arriverait pas à temps. La mer, d'un bleu chaud et profond. Les matinées passées à lézarder sur la plage. Hugo. Hugo qui lui avait dit qu'il l'aimait. Elle ne devait pas penser à Hugo. Elle rouvrit les yeux et, sourcils froncés, regarda l'homme assis en face d'elle. Un grand type au visage boucané, aux yeux clairs assez rapprochés, à la bouche arrogante, presque cruelle. Elle songea. Je parie qu'il a roulé sa bosse dans des contrées intéressantes et qu'il y a vu des choses non moins intéressantes. Philippe Lombard, jaugeant d'un rapide coup d'œil la jeune femme qui lui faisait face, pensa à part lui. Plutôt séduisante. Un rien maîtresse d'école, peut-être. Une fille qui n'avait pas froid aux yeux, de toute évidence. Et qui était capable de se défendre, en amour, comme à la guerre. Ça pourrait être amusant de se mesurer avec elle. Il se rembrunit. Non, bas les pattes. Là, c'était du sérieux. Il lui fallait se concentrer sur le job. Quel était le topo exactement, se demanda-t-il. Ce petit bonhomme s'était montré sacrément mystérieux. « À prendre ou à laisser, capitaine Lombard ?» Pensif, il avait murmuré. « Sanguiné. Il avait dit ça d'un ton dégagé comme si sanguiner ne représentait rien pour lui. Sanguiner, alors qu'il n'avait littéralement plus de quoi faire un repas digne de ce nom. Mais il avait bien senti que l'autre n'était pas dupe. C'était ça l'embêtant avec lui. On ne pouvait pas l'embobiner quand il s'agissait d'argent. Il savait. Du même ton désinvolte, il avait demandé. « Et vous ne pouvez pas m'en dire davantage ?» Monsieur Isaac Morris, très déterminé, avait secoué sa petite tête chauve. « Non, capitaine Lombard, nous en resterons là. Mon client croit savoir que vous avez la réputation d'être un homme de ressources dans les situations hasardeuses. Il m'a chargé de vous remettre sanguiné, en échange de quoi vous partirez pour Sticklehaven dans le Devon. La gare la plus proche est Oakbridge. On viendra vous y chercher pour vous conduire à Sticklehaven, d'où un bateau à moteur vous emmènera sur l'île du Soldat. Là, vous vous tiendrez à la disposition de mon client. »« Pour combien de temps ?» avait interrogé Lombard avec brusquerie. « 1 semaine au maximum. » Tout en lissant sa petite moustache, le capitaine Lombard avait dit. « Il est bien entendu qu'on ne me demandera rien d'illégal. » En prononçant ces mots, il avait jeté un regard aigu à son interlocuteur. L'ombre d'un sourire avait effleuré les lèvres de M. Morris, tandis qu'il répondait gravement. « Si on vous propose quoi que ce soit d'illégal, il va de soi que vous serez libre de vous retirer. » Il avait souri, le maudit faucheton. Comme s'il savait très bien que, dans les activités passées de Lombard, la légalité n'avait pas toujours été une condition sine qua non. Lombard, à son tour, esquissa un rictus. Bon Dieu! Il avait frôlé de près la ligne jaune, en plusieurs occasions, mais il s'en était toujours tiré. À vrai dire, il ne se laissait pas arrêter par grand-chose. Non, il ne se laissait pas arrêter par grand-chose.
Il eut le sentiment qu'il allait bien s'amuser sur l'île du soldat. Assise bien droite comme à son habitude, mademoiselle Emily Blount était installée dans un compartiment non-fumeur. Elle avait 65 ans et désapprouvait le laisser-aller. Son père, colonel de la vieille école, avait toujours été très strict sur le chapitre du maintien. La jeune génération était scandaleusement relâchée, dans sa façon de se tenir, comme dans bien d'autres domaines. Auréolée de rigorisme et de principes inébranlables, mademoiselle Blount endurait stoïquement l'inconfort et la chaleur de son compartiment de 3e classe surpeuplé. Les gens faisaient tellement d'histoires pour des riens de nos jours. Ils exigeaient une piqûre avant de se faire arracher une dent. Ils prenaient des somnifères quand ils n'arrivaient pas à dormir. Il leur fallait des fauteuils rembourrés par-ci, des coussins par-là. Et les jeunes filles se vautraient sans vergogne et s'exhibaient à moitié nues sur les plages en été. Mademoiselle Blount pinça les lèvres. Elle en aurait volontiers puni quelques-unes pour l'exemple. Elle se remémora ses vacances de l'année précédente. Cet été, heureusement, ce serait bien différent. L'île du soldat. En pensée, elle relut la lettre qu'elle avait déjà lue tant de fois. « Chère mademoiselle Blount, vous vous souvenez de moi, j'espère. Nous avons séjourné ensemble à la pension Belhaven il y a quelques années au mois d'août et nous avions beaucoup sympathisé. J'ouvre à mon tour une pension de famille sur une île au large de la côte du Devon. J'espère qu'il y a vraiment de l'avenir pour un établissement où l'on propose de la bonne cuisine toute simple et où l'on reçoit une clientèle aux saines valeurs traditionnelles. Pas d'exhibitionnisme éhonté ni de gramophone la moitié de la nuit. Je serais très heureuse si vous veniez passer vos vacances d'été sur l'île du soldat. À titre gratuit, vous seriez mon invité. Le début août vous conviendrait-il? Le 8 par exemple. Avec mon meilleur souvenir. Alvina, Nancy, Ho, Hen. Quel était donc ce nom? La signature était bien difficile à déchiffrer. Tous ces gens qui signent de manière illisible, pensa Emily Blount agacée. Elle passa mentalement en revue les habitués du Belhaven. Elle y était allée 2 étés de suite. Elle se souvenait d'une femme charmante entre 2 âges, Mademoiselle... Comment s'appelait-elle déjà? Son père était chanoine. Elle se souvenait également d'une Madame O'Neary, O'Neill, oui, c'était bien cela, O'Neill. L'île du soldat. Elle avait lu des articles sur l'île du soldat. On y parlait d'une star de cinéma ou d'un milliardaire américain. Elle ne savait plus au juste. Bien sûr, ces endroits-là se vendaient souvent pour une bouchée de pain. Une île, cela ne plaisait pas à tout le monde. On trouvait l'île romanesque au début, mais quand il s'agissait d'y vivre, on en mesurait les inconvénients et on n'était que trop heureux de parvenir à vendre. Quoi qu'il en soit, cela me fera toujours des vacances gratuites, pensa Emily Blount. Avec ses revenus qui diminuaient et tous les dividendes qu'on ne lui payait pas, c'était un élément à prendre en considération. Si seulement elle arrivait à se rappeler plus précisément cette madame ou mademoiselle O'Neill. Le général MacArthur regarda par la vitre de son compartiment. Le train entra en gare d'Exeter, où il devait changer. Quelle plaie ces tortillards des lignes secondaires! À vol d'oiseau, l'île du soldat n'était pourtant pas loin. Il n'avait pas très bien saisi qui était cet Onym. Un ami de Spooflygart, apparemment, et de Johnny Dyer. Quelques-uns de vos anciens camarades seront là, auraient plaisir à bavarder du bon vieux temps. Lui aussi, il aurait plaisir à bavarder du bon vieux temps. Depuis un moment, il avait l'impression que ses copains lui battaient froid. Tout ça à cause de cette fichue rumeur. Crénon, c'était un peu forte café, hein, presque 30 ans après. C'était Armitage qui avait craché le morceau sans doute. Foutu Blanc-bec. Qu'est-ce qu'il en savait, lui? Enfin bon, inutile de ressasser tout ça. On se fait parfois des idées, on s'imagine qu'un type vous regarde de travers. Cela dit, cette île du soldat, ça l'intéresserait de la voir. Un tas de potins circulait à son sujet. Il y avait peut-être du vrai dans la rumeur selon laquelle l'amirauté, le ministère de la guerre ou l'armée de l'air auraient mis le grappin dessus. En tout cas, c'était le jeune Elmer Robson, le milliardaire américain, qui avait fait construire la maison. Ça lui avait coûté les yeux de la tête à ce qu'on disait. Un luxe d'enfer. Exeter et 1 heure d'attente. Et il n'avait aucune envie d'attendre. Il n'avait qu'une hâte, arriver. Le docteur Armstrong traversait la plaine de Salisbury au volant de sa Morris. Il était éreinté. La rançon du succès. Il avait connu un temps où, assis dans son cabinet de consultation de Harley Street,
correctement vêtu, entouré des appareils les plus sophistiqués et du mobilier le plus luxueux, il attendait, au fil des longues journées désertiques, que son entreprise réussisse ou échoue. Eh bien, elle avait réussi. Il avait eu de la chance. De la chance et du savoir-faire, bien sûr. Il était doué dans son domaine. Mais cela ne suffisait pas à assurer le succès. Il fallait aussi avoir de la chance. Et il en avait eu. Un bon diagnostic, 2 ou 3 patientes reconnaissantes, des femmes riches et influentes, et le bouche à oreille avait fonctionné. « Vous devriez aller voir Armstrong. Il est très jeune, mais tellement compétent. » Pam consultait depuis des années toutes sortes de spécialistes, et lui, il a tout de suite mis le doigt sur ce qui n'allait pas. La machine était lancée. Aujourd'hui, le docteur Armstrong était un médecin arrivé. Ses journées étaient surchargées, il avait peu de loisirs. Aussi était-il heureux, en cette matinée d'août, de quitter Londres pour aller passer quelques jours sur une île, au large de la côte du Devon. En fait, ce n'était pas exactement des vacances. Si la lettre qu'il avait reçue était formulée en termes assez vagues, le chèque qui l'accompagnait n'avait, lui, rien de vague. Des honoraires faramineux. Ses honim devaient rouler sur l'or. Apparemment, il y avait un petit problème. Le mari se faisait du souci pour la santé de sa femme et souhaitait un avis médical sans la bouleverser pour autant. Elle ne voulait pas entendre parler de consulter un médecin. Ses nerfs. Les nerfs. Le docteur Armstrong leva les yeux au ciel. Les femmes et leurs nerfs. Enfin, c'était bon pour les affaires. La moitié des patientes qui venaient le voir ne souffraient que d'ennui, mais elles ne l'auraient pas remercié d'un tel diagnostic. Et en règle générale, on arrivait bien à leur trouver quelque chose. Un léger dysfonctionnement du long terme technique. Rien de grave, mais il faut arranger ça. Un simple traitement suffira. La médecine, en fin de compte, c'était essentiellement une question de foi. Et le docteur Armstrong avait la manière. Il savait susciter l'espoir et la confiance. Heureusement qu'il était parvenu à se ressaisir après cette histoire d'il y a 15 ans. Là, il s'en était fallu de peu. Il était devenu une véritable loque humaine. Le choc l'avait fait réagir. Il avait complètement cessé de boire. N'empêche, il s'en était fallu de peu. Avec un coup de klaxon assourdissant, une énorme Dalmane Grand Sport le doubla à 130 à l'heure. Le docteur Armstrong faillit se retrouver dans la haie. Encore un de ces jeunes imbéciles qui roulaient à tombeau ouvert en pleine campagne. Ceux-là, il les détestait. Ça n'était pas passé loin, là non plus. Pauvre crétin. Tout en faisant une entrée rugissante dans le village de Mer, Marston pensa. C'est effrayant le nombre de voitures qui se traînent sur les routes. Toujours quelqu'un pour vous bloquer le passage. Et en plus, ils roulent au milieu de la chaussée. Conduire en Angleterre, c'est à désespérer. Pas comme en France où on peut vraiment lâcher les gaz. Allait-il s'arrêter ici pour boire un verre ou bien pousser plus loin? Il avait tout le temps. Plus que 150 kilomètres et des poussières. Il allait se payer un gin tonic. Quelle chaleur à crever. Cette île, on devrait pouvoir s'y amuser, à condition que le beau temps se maintienne. Mais qui étaient ces honim, au juste? Sans doute des gens pleins aux as. Badger avait le chic pour les dénicher, ceux-là. Bien obligé, le pauvre vieux, désargenté comme il l'était. Pourvu qu'il ne lésine pas sur les boissons. On ne pouvait jamais savoir avec ces nouveaux riches. Dommage que ce ne soit pas Gabriel Turle qui a acheté l'île du soldat comme le bruit en avait couru. Il aurait bien aimé se frotter à la bande d'amis de cette star de cinéma. Mais bon, il y aurait quand même bien quelques filles. En sortant de l'auberge, il s'étira, bâilla, contempla le ciel bleu et remonta dans sa Dalmane. Plusieurs jeunes femmes regardèrent avec admiration ce beau gosse d'1,80 m, bien proportionné, aux cheveux bouclés, au visage bronzé et aux yeux d'un bleu intense. Il embraya dans un vrombissement et enfila à toute allure la rue étroite. Des hommes âgés et des garçons de course s'écartèrent d'un bond, les gamins suivant la voiture du regard d'un air émerveillé. Anthony Marston poursuivit sa marche triomphale. M. Blore se trouvait dans l'omnibus en provenance de Plymouth. Il n'y avait qu'un seul autre voyageur dans son compartiment, un vieux loup de mer aux yeux chassieux. Pour l'instant, l'ex-marin somnolait. M. Blore prenait soigneusement des notes sur un petit calepin. Le compte y est, marmonna-t-il enfin. Emily Blount, Vera Clayton, le docteur Armstrong, Anthony Marston, le vieux juge Warwave, Philippe Lombard, le général MacArthur, compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, croix de guerre,
le majordome et sa femme, Monsieur et Madame Rogers. Il ferma son calepin, le remit dans sa poche et jeta un coup d'œil à l'homme assoupi dans son coin. « Il a du vent dans les voiles, diagnostiqua-t-il avec justesse. Monsieur Blore récapitula consciencieusement les données du problème. « Le boulot devrait être assez simple, rumina-t-il. Je ne vois pas comment je pourrais cafouiller. J'espère que j'ai l'allure qui convient. » Il se leva pour s'examiner avec anxiété dans la glace. Avec sa moustache, il avait quelque chose de vaguement militaire. Le visage était peu expressif, les yeux gris et assez rapprochés. « Je pourrais me faire passer pour un major, se dit Monsieur Blore. Non, j'oubliais. Il y a l'autre, là, le vieux général. Il me repérerait tout de suite. L'Afrique du Sud, voilà ce qu'il me faut. Les autres n'y ont jamais mis les pieds. Moi, je viens de lire une brochure touristique sur ce pays et je peux en parler savamment. Heureusement, il y avait des colons en tout genre et en toute catégorie sociale. En se présentant comme un riche propriétaire d'Afrique du Sud, M. Blore se faisait fort de s'instruire sans difficulté dans n'importe quel milieu. L'île du Soldat. Il se souvenait d'y être allé tout gosse. Un rocher malodorant couvert de mouettes, situé à environ 1 mile de la côte. L'île devait son nom à sa ressemblance avec une tête d'homme portant un casque. Drôle d'idée d'aller construire une baraque dans un endroit pareil. Atroce par gros temps. Mais les milliardaires avaient de ces caprices. Le vieux se réveilla dans son coin du compartiment. « En mer, dit-il, on peut jamais prévoir. Jamais. » C'est bien vrai, acquiesça M. Blore d'un ton apaisant. On ne peut pas. Le vieux octa 2 fois et reprit d'une voix plaintive. « Va y avoir un grain. »« Mais non, mon ami, il fait un temps superbe. » Irrité, le vieil homme insista. « Va y avoir un grain. Je le sens. »« Vous avez peut-être raison, » fit M. Blore, conciliant. Le train s'arrêta, le vieux marin se leva en titubant. « Chez là que je descends. » Il tâtonna pour ouvrir la portière, M. Blore se porta à son secours. Debout sur le marchepied, le vieux leva solennellement la main et cligna des yeux chassieux. « Veillez et priez, psalmodia-t-il. Veillez et priez. Le jour du jugement est proche. » Il dégringola du marchepied et s'effondra sur le quai. Étendu de tout son long, il leva la tête vers M. Blore et déclara avec une incommensurable dignité. « C'est à vous que je parle, jeune homme. Le jour du jugement est tout proche. » Il est plus proche pour lui que pour moi, pensa M. Blore en se laissant retomber sur son siège. En quoi il se trompait. 10 petits soldats s'en furent soupés. L'un d'eux but à s'en étouffer. N'en resta plus que 9. 9 petits soldats veillèrent très tard. L'un d'eux dormit plus que sa part. N'en resta plus que 8. 8 petits soldats flânaient de ci de là. Dans le Devon, l'un s'installa. N'en resta plus que 7. 7 petits soldats débitaient du petit bois. En 2 moitiés, l'un se coupa. N'en resta plus que 6. 6 petits soldats s'amusaient au rucher, par une abeille l'un fut piqué. N'en resta plus que 5. 5 petits soldats étudiaient le droit. L'un d'eux fut nommé juge, ma foi. N'en resta plus que 4. 4 petits soldats prenaient un bain de mer. Poisson d'avril, goba l'un. Oh, ma mère! N'en resta plus que 3. 3 petits soldats visitaient le zoo. Un ours prit l'un entre ses crocs. N'en resta plus que 2. 2 petits soldats se chauffaient au soleil. L'un d'eux grilla jusqu'aux orteils. N'en resta donc plus qu'un. Un petit soldat se retrouva solitaire. Il alla se pendre. Quelle misère! N'en resta plus aucun.